La découverte, peut-être, ça va être qu'est-ce qui empêche le plus de préserver ce lien? Eh bien, c'est plutôt là que je dirais que se situe le secret de cette intervention d'aujourd'hui. C'est ce qui empêche de conserver ce lien, c'est toutes les idées qu'on va avoir sur ce qui se passe. Donc, par exemple, tu parlais du Terrible two. Si on se dit, voilà, ah, bah, c'est le Terrible two, donc ça va être terrible parce que mon enfant a 2 ans, eh bien, si on a cette idée-là en tête, on va voir toute cette période avec ce filtre-là. Et ça. Fais-tu ses nuits? Tu sais, question classique, les gens, ils se posent même pas la question, ils demandent ça comme si c'était une bonne question à poser. En passant, ce n'est pas une bonne question à poser. Si le bébé fait ses nuits, la maman elle va être vraiment contente de vous en parler. Mais il y a quand même 95% de chances que la réponse soit, ben, pas suffisamment pour moi. Fait que, tu sais, finalement, c'est un peu de mettre en échec, tu sais, la maman qui est devant. Euh, mais les gens posent ça comme question, puis ce qu'on a comme résultat, c'est soit la maman qui se justifie, non, mais je l'allaite la nuit, il se lève pas souvent, puis finalement, je fais des siestes, puis là, tu sais, comme un marathon de à quel point je m'en sors comme maman pareil. Et ensuite, déconstruire les préjugés. Parce que dans toutes les phrases qu'on entend, il y a beaucoup de choses qui sont complètement infondées. On va entendre ton lait, il n'est pas assez nourrissant, donc ça sert à rien de l'allaiter. En vrai, c'est complètement faux. Le lait maternel, donc le lait que la maman produit, c'est le lait qui est le plus adapté pour un bébé qui vient de naître. On n'est pas obligé d'allaiter. L'enfant, il a développé l'empathie, l'altruisme, il sait déceler la détresse de ses pairs autour de lui, et puis il vient naturellement en aide à une personne qui est en difficulté. Mais ça, l'enfant peut le faire seulement si ses besoins sont satisfaits et s'il se sent en sécurité. Et donc, c'est vraiment important, je me suis permis de vous le transmettre, de comprendre comment fonctionne le cerveau de l'enfant pour savoir également comment y répondre. Parce que actuellement, je m'aperçois que les parents sont euh, très soucieux de savoir comment s'adapter au mieux aux difficultés de leur enfant, comment évolue votre enfant, comment il se développe, et comme ça, vous saurez au mieux comment répondre à ces difficultés. Donc, Quand un enfant bascule un peu dans une crise, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. En fait, à ce moment-là, les émotions sont trop fortes, il est débordé et il n'arrive pas à faire autrement, en fait, parce que cette maturité du cerveau ici, du centre de contrôle, il l'a pas encore. Ok. D'autre part, avant 5 ans, il manque de langage. Alors, ça dépend de quel âge on parle, hein. Évidemment, 4 ans et demi, c'est pas pareil que 2 ans, mais comme ils ne savent pas exprimer quelles sont leurs frustrations, forcément, ça va souvent déraper vers. La deuxième étape, c'est celle d'interpréter le comportement de l'enfant. Et en fait, tous les parents le font déjà pour les autres besoins. Moi, je vous apprends rien de plus. Je vous dis juste comment l'associer finalement avec la continence. On est tellement des antennes et on est tellement tourné vers l'enfant, hein, physiologiquement parlant, mais aussi vers son conjoint, que je dirais que c'est souvent le cas pour les cadeaux. On va précéder les besoins de l'autre. On les précède beaucoup. Je sais pas, alors peut-être pas toutes les femmes, mais beaucoup de Ouais, mais femmes. est-ce qu'on tombe juste Mais systématiquement est-ce qu'on tombe là-dessus? juste? Pas toujours, pas Hum, toujours. Mais hum, on précède beaucoup de choses. ouais, Et on est tellement tourné vers l'autre qu'on imagine que l'autre est peut-être tourné vers nous, ou qu'en tout cas, il le devrait. hum, Mais ce n'est pas le cas. ouais. Et peut-être que si on était plus près de nos besoins à nous, les vrais, on pourrait justement être moins dans le fait de précéder les besoins de l'autre et être plus près de ses vrais besoins. Hum. Le premier accident, c'est 75% des accidents domestiques. En fait, c'est le coup, la chute, l'objet qui tombe, bébé qui se cogne. Voilà, ça a concerné la tête. En fait, 75% des accidents domestiques concernent un coup, une chute au niveau de la tête. Et avec tout ce qui se trouve à l'intérieur, le cerveau, évidemment, ce qui permet de bouger et de sentir, motricité, sensibilité. Grand intérêt de surveiller ça, d'éviter que ça arrive au maximum en protégeant les coins de table, en essayant d'éloigner ou de mettre une barrière par rapport à l'escalier. Voilà, tout un tas de choses. On fait un tour de la maison, on explique tout ça et on donne des conseils par rapport au cadre domestique. Le but, c'est de répondre aux besoins de son bébé à nous. Et les premiers besoins suffiront. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, moi, ce que je conseille, c'est de faire entre 3 et 5 signes. On les apprend par cœur. Là, je vais pouvoir vous en montrer trois à 5. Comme ça, vous allez pouvoir les apprendre en direct. Vous les connaissez et vous faites que cela. Et une fois que ça marche, que vous voyez que votre bébé, bah, il peut s'exprimer, que, bah, ouais, que c'est trop bien, bah, en fait, ça va être hyper facile pour vous d'en rajouter un, d'en rajouter un. Vous allez rajouter ce qu'il aime, ce qu'il a besoin. Et ce qui est marrant, Fabienne, et tu vois, tu étais la preuve, c'est qu'en fait, tu as parlé directement de la rééducation du périnée. Eh En oui. fait, et Bien on est sûr, bien tellement sûr. bassiné avec cette réduc du périnée, et ça, c'est pareil, c'est une donnée qui est super importante à avoir en tête, c'est qu'on parle de
éducation du périnée, mais en fait, à quelle heure on l'a éduqué, ce Ouais. périnée? Donc en fait, on veut rééduquer quelque chose qu'on n'a jamais éduqué. Tout comme en fait, on veut rééduquer les abdos, à aucun moment on les a correctement éduqués. Donc en fait, c'est vraiment prendre conscience et d'où l'importance de la prévention quand on est enceinte, de se dire en fait, mais ma sangle abdominale, elle a été distendue, de fait. Donc en fait, oui, ok, le périnée, il faut s'en charger, c'est sûr, mais le périnée bosse avec les Enfin, je abdos. sais pas, moi Donc j'avais mon fils, il tapait le chat. Pour moi, c'était juste incroyable. Enfin, pour moi, ça me choquait de voir mon fils taper le chat. Voilà. Et quand on voit ça, d'arriver à prendre un pas de recul, de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est pas ce qu'il veut faire de taper le chat. Il tape le chat parce qu'il va pas bien. Mm. Donc, je vais aller vers lui, je vais lui offrir de la connexion. Donc ça, on parlera un peu après de comment on peut faire. Je vais mettre une limite et il va redevenir il va redevenir lui-même, c'est-à-dire un bon enfant comme tout le monde. Il a envie de caresser le chat, il n'a pas envie de le taper. Comme toute première expérience, il faut qu'elle soit chouette pour l'enfant parce que ça va impacter toute la suite. Comme pour nous, hein, toutes nos premières expériences, ça nous marque, ça nous impacte. Mais la première expérience aussi gustative, ça va impacter l'enfant. Donc il faut que ça soit un chouette moment. Donc il faut que le bébé il soit OK avec ce moment-là. Il faut qu'il soit prêt. Et ça, c'est quelque chose d'important à dire aux parents que c'est pas parce que le pédiatre a dit que là, il fallait commencer et mettre une croix dans son agenda ou cocher une case sur le smartphone pour dire bah là, on commence. Peut-être que l'enfant il n'est pas prêt pile à ce moment-là. Et c'est pas grave en fait. Ça aide l'enfant à comprendre et tolérer petit à petit, déjà qu'il n'est pas le centre du monde, que le monde ne tourne pas autour de lui. Il expérimente des émotions qui sont peut-être pas toujours très agréables, mais qui sont bien réelles. Et c'est des compétences, comme on disait, euh, qui seront importantes, par exemple, en famille, avec les amis, dans le milieu du travail, et pour son bien-être futur. Donc ça, évidemment, on reviendra après pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce point. Et après, on va avoir tout un schéma sur comment creuser et poser des questions à notre enfant pour comprendre ce qu'il essaie de nous raconter. Et ce que j'aime beaucoup dans ce schéma, c'est qu'on travaille sur les émotions, on travaille sur l'aspect physique, on travaille sur tout ce qui est lié à l'intellect, parce que mon petit enfant, il a déjà des questionnements, il a déjà des croyances, il a déjà des pensées, il a déjà besoin d'explications. On va parler sur l'environnement physique. Par exemple, il y a un exemple dans le deuxième livre de la communication vectée où il y a un enfant qui explique qu'en fait, il a peur d'une grosse armoire dans sa chambre, puis c'est ce qui l'empêche de dormir. Des fois, c'est des trucs auxquels on ne penserait pas forcément. Donc la proximité physique, c'est effectivement un moyen de rassurer et donc de faciliter l'endormissement. Et c'est pas parce que votre enfant s'habitue en fait au bras, c'est simplement il se sent en sécurité, donc il peut lâcher prise pour s'endormir. Et c'est pas une mauvaise habitude. Et donc il y a un adage qui dit pour pouvoir bien se détacher, il faut avoir été bien attaché. Et donc, notamment au tout début, c'est là où l'enfant, il faut comprendre que l'enfant, en fait, il ne peut pas survivre seul. Il a besoin de vous. Et bien souvent, je remarque que quelques jours après la rentrée, même des enfants pour qui, comme je le disais tout à l'heure, tout s'annonçait bien, étaient contents, etc., peuvent se mettre à pleurer, ne plus avoir envie d'aller à l'école, etc. Et là aussi, j'ai envie de rassurer, de dire que c'est une période tout à fait normale, logique. Déjà parce que pour beaucoup d'enfants, quand on leur dit « Ah, tu vas aller à l'école, tu vas voir, c'est chouette, nanana », ils s'attendent un petit peu à une journée au parc d'attractions, quoi. Et puis, déjà, ça se passe pas tout à fait comme ça. Voilà. Et puis, ah bon, il faut y retourner tous les jours, tous les efforts que j'ai fait lundi. Enfin, ils connaissent pas les jours, mais lundi, il va falloir que je les fasse mardi, et puis jeudi, etc. Et, donc là, il y a ce moment où ça monte un petit peu. Donc, la première clé pour favoriser son autonomie, ça va être de créer un environnement qui soit à sa hauteur. Ouais. Donc là, par exemple, ça va être d'installer des meubles bas, donc des étagères, par exemple, dans sa chambre ou à l'entrée de la maison, pour mettre ses chaussures, pour mettre des petits porte-manteaux pour mettre ses habits. En fait, dès l'entrée de la maison, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à hauteur d'enfant. Et donc, dans les signes, il y a aussi des symptômes physiques. Au-delà de la fatigue, il va y avoir cette espèce de brouillard mental où on n'arrive plus à réfléchir. Des douleurs aussi, des douleurs musculaires, enfin voilà, le corps qui parle aussi.
Au niveau alimentaire aussi, on peut avoir soit des compulsions alimentaires, venir manger parce que ça vient nous remplir, et voilà, on mange ses émotions comme on dit, ou bien de moins en moins manger et avec un amaigrissement, etc. Il y a plein de symptômes en fait, mais c'est plein de choses, on se dit, ah là, ça c'était pas moi avant en fait. Il y a aussi cet effet de contraste qui est important dans le burn-out, c'est que on se reconnaît plus. C'est pas le parent qu'on était, c'est pas le parent qu'on voulait être. Là, c'est plus nous en fait. Il y a une cassure. Mm.